Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un sujet qui nous passionne tous, les sorties de balle. Alors l'idée de cette causerie, ce sera de définir déjà c'est quoi une sortie de balle, comment effectuer une sortie de balle courte, et avantages et inconvénients de ressortir le ballon proprement. Alors je voulais introduire cette vidéo avec une citation de Pep Guardiola qui dit « La sortie de balle au football, c'est comme l'ouverture aux échecs. C'est la phase à la fois la plus subtile et la plus difficile du jeu, mais c'est elle qui conditionne tout le reste. » Alors déjà, on va faire un petit peu de théorie et on va présenter les espaces de jeu. Alors les espaces de jeu, que ce soit dans la philosophie du jeu de position ou la nomenclature FFF, ils sont définis très souvent avec trois zones. La première, la zone d'initiation, la deuxième, zone de progression et la troisième, zone de profondeur. Alors la zone d'initiation, très simplement, ce sera la zone qui représente l'espace entre notre gardien de but ou notre ligne de but et le premier attaquant adverse. Nous, on imagine qu'on va attaquer ce but-là. Donc ça, c'est le bloc adverse, le bloc blanc. Donc zone d'initiation entre la ligne de touche et le premier attaquant. Zone de progression, ce sera le bloc équipe finalement, entre le premier attaquant et le dernier défenseur. Donc ça nous donne cet espace gris ici. Et la zone de profondeur, ce sera l'espace situé derrière le dernier défenseur adverse. Donc l'idée numéro 1 du foot, ça sera toujours se poser la question comment aller marquer. Alors j'ai pris un exemple un petit peu provocateur, mais comme quoi on peut être Manchester City et chercher la profondeur dès qu'on peut. L'idée, c'est de trouver l'espace de profondeur le plus rapidement possible. Alors si c'est possible depuis la relance du gardien, il faut le faire. Le but du jeu, au football, ça reste d'aller marquer un but. Donc si on peut trouver cet espace de profondeur directement, il ne faut pas s'en priver. Donc j'ai mis quelques vidéos sur des relances d'Ederson qui sont vraiment super intéressantes et qui permettent de déséquilibrer un bloc en une seule relance et d'aller marquer un but. Malheureusement, et bien entendu, ce ne sera pas toujours possible. Cet espace de profondeur, il n'est pas toujours atteignable directement. Donc dans ce cas, il va falloir combiner dans l'espace de progression, l'espace gris là dans la première diapositive, pour trouver une supériorité. La finalité sera d'arriver en zone de progression dans de bonnes conditions, donc d'y trouver un joueur face au jeu pour ensuite attaquer l'espace de profondeur. Et c'est pour ça qu'on parle de sortie de balle, c'est préparer les actions à l'espace de profondeur. Donc pour sortir les ballons proprement, il va déjà falloir observer l'adversaire. L'idée sera d'être en supériorité en zone basse. Je m'explique. On est ici, nous les rouges, et l'équipe adverse est en gris. Si l'équipe adverse présente un attaquant, on peut rester, si on est sur un système à 4, avec notre charnière centrale. L'idée étant d'être en supériorité pour relancer proprement le ballon. Le cas numéro 2, au contraire, l'équipe adverse présente deux attaquants. Dans ce cas-là, on fera tomber un joueur dans cette ligne-là, où on verra d'autres moyens de le faire. Mais l'idée, c'est d'être en supériorité 3 contre 2 pour sortir le ballon proprement. Quelques exemples. Donc ici, l'équipe adverse est en gris. Elle présente deux attaquants. Donc là, on va faire tomber un joueur. Le plus souvent, ce sera le milieu défensif qui vient tomber dans la ligne de 2, et ce qui nous fait une ligne de 3, et ce qui nous permet d'avoir un 3 contre 2. Ça, c'est l'exemple le plus classique. On a une autre façon de faire, où c'est un latéral qui tombe. On le voit notamment avec Liverpool de temps en temps. Le latéral est tombé ici, ce qui nous fait une ligne de 3, et on a l'excentré qui redescend, ce qui nous laisse notre supériorité à 3 contre 2. Ça, c'est deux cas, on en verra un troisième après. Donc si on visualise ça avec des exemples de haut niveau, nous on est Manchester City et en face de nous on a Manchester United. On voit un schéma avec un attaquant. Dans ces cas-là, pas besoin de faire tomber un autre joueur. C'est un des vices à petit niveau ça, où on a un milieu défensif qui tombe quoi qu'il arrive dans la ligne de 2. Donc il nous fait une ligne de 3 ici, mais contre un attaquant c'est inutile parce qu'on est déjà en supériorité et du coup enlever un joueur ici nous enlève un possible relais à l'intérieur et nous enlève probablement une supériorité positionnelle. Donc il faut descendre quand c'est pertinent de le faire. Donc là, un attaquant à Manchester, on reste à 2 derrière. Au passage, si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu de position et la recherche de supériorité, rendez-vous sur le premier lien en description pour obtenir notre e-book gratuit sur le jeu entre les lignes. Allez, on retourne à nos sorties de balles. Le 3 contre 2, au contraire, donc ici, Bayern contre AS Roma, la Roma est à 2, et on a Xabi Alonso à l'époque qui descend, ce qui permet d'avoir une supériorité numérique à 3 contre 2 et d'avoir du temps
ensuite pour jouer et pour sortir le ballon proprement et trouver un joueur dans l'espace de progression qui est face au jeu. Donc le 3 contre 2, très facile. On a un deuxième exemple ici avec Matuidi, avec le PSG. Donc Matuidi, il est là. Et lui, il va descendre, mais pas dans la position centrale. Il va descendre, vous allez le voir, à gauche. Les vertus de ça, elles sont simples. Donc là, 2 attaquants, donc on a notre supériorité à 3. Matuidi est gaucher, donc c'est assez logique qu'il se positionne là. Et surtout, Thiago Silva est le meilleur relanceur des 3. Donc c'est important de lui laisser le maximum d'angle à Thiago Silva et pas l'enfermer ici. Donc là, Thiago Silva, ça lui permet de trouver une super passe, voilà, dans le carré adverse avec un joueur qui peut se retourner ensuite. Donc ça, c'est une autre possibilité de 3 contre 2. On peut avoir des particularités, notamment quand l'équipe adverse exerce un bloc médian ou un bloc bas sans vraiment de pressing, comme c'est le cas ici. Alors on voit le score, il y a déjà 4-0, donc Leicester n'a pas envie d'aller chercher un peu plus haut, donc on se replace en bloc médian. Là, il y a beau avoir 2 attaquants, il n'y a aucune utilité de faire redescendre un joueur puisqu'il n'y a pas vraiment d'action de pressing. Donc là, ce serait vraiment enlever un joueur du milieu de terrain pour pas grand-chose, vu le peu d'action des joueurs de Leicester. Mais on a un joueur qui nous permet d'avoir cette supériorité encore plus fort, et c'est l'évolution du poste sur les dernières années, c'est le poste de gardien de but. On va faire un exemple ici avec Brighton, où on a nos 2 centraux qui vont faire la ligne de 2, et ce sera notre gardien qui va nous faire cette fameuse ligne de 3. Là, d'avoir les 2 joueurs permet d'attirer l'attaquant, et d'avoir un joueur ici permet de fixer les 2 à l'intérieur, et c'est notre gardien qui va trouver cette sortie de balle super intéressante. Alors, tous les gardiens ne seront pas capables de faire cette relance, mais c'est une possibilité et c'est recherché par les clubs de très haut niveau d'avoir ce gardien-là qui est capable de casser cette ligne, parce que ça nous évite de faire redescendre un joueur, et donc avoir un joueur plus haut, c'est toujours plus intéressant que plus bas. Bien sûr, il faudra de la qualité, comme je viens de le dire, mais aussi du courage. Je vous ai mis quelques passes de défenseurs centraux qui cassent des lignes et qui sont en capacité de trouver vraiment des passes à angle qui sont super intéressantes et qui permettent de trouver des joueurs face au jeu. Van Dijk en est un bon exemple. On voit qu'il a quelques solutions, mais lui, il va chercher la plus haute. Alors ça, c'est vraiment le prototype des très grands joueurs et ça permet vraiment à l'équipe de progresser et de sortir les ballons proprement en trouvant des joueurs face au jeu dans l'espace de progression. Un exemple extrême avec le Leverkusen de Xabi Alonso, alors qui sort les ballons proprement à outrance. On va le voir ici avec un exemple vraiment extrême. Donc là, on sort les ballons vraiment très bas. On voit qu'on a un espace d'initiation qui est de 6 mètres, tout simplement. Donc vraiment très faible. Un pressing qui est costaud de la part des adversaires. Ça nous donne un 5 contre 3 sur le côté. Mais le fait de sortir les ballons comme ça a une vertu énorme. C'est-à-dire que là, on est sorti et on a ouvert tout l'espace de profondeur. Là, l'espace de profondeur, c'est quasiment toute la moitié du terrain. On voit que toute l'équipe adverse est éliminée. Et là, ça nous donne une sortie de balle qui nous amène directement au but. Là, on est sur un 2 contre 1 depuis la moitié de terrain. Donc ça, c'est vraiment un exemple extrême à ne pas reproduire avec nos équipes amateurs. Mais en tout cas, c'est une vertu des sorties de balle. A l'inverse, et c'est la principale controverse des détracteurs des sorties de balle depuis l'arrière, ça comporte une certaine part de risque, forcément. Là, on le voit ici avec Liverpool. McAllister qui est très bien placé dans le triangle adverse, mais qui rate sa prise de balle. Et évidemment, on perd le ballon à 20 mètres de nos buts. Forcément, c'est une occasion. Et ici, un but adverse. Donc, pour conclure, si on veut un petit peu mettre un pour et un contre aux sorties de balle, je dirais qu'au niveau des avantages, c'est que ça crée une supériorité numérique forte en cas de réussite. On trouve un joueur qui est face au jeu dans l'espace de progression et on peut se permettre ensuite d'attaquer l'espace de profondeur dans de bonnes conditions. On manipule l'adversaire et c'est moins aléatoire qu'une relance directe avec un bloc adverse qui est déjà en place. L'inconvénient, c'est que c'est dangereux en cas de perte de balle basse, on vient de l'avoir. Ça nécessite des joueurs de qualité sous pression et une compréhension tactique commune. Donc ça demandera beaucoup plus de temps de la part de l'entraîneur à mettre en place. Pour finir, je dirais que ça dépendra des idéaux du coach, de sa philosophie et du contexte, de son besoin de points, de son besoin de compétition. Mais en tout cas, si on a fait le choix
de sortir les ballons proprement, il faudra accepter cette part d'erreur, il faudra encourager malgré l'erreur, parce que sinon c'est pas cohérent de tomber sur les joueurs à la moindre erreur. C'est forcément une philosophie et une façon de faire qui comporte une prise de risque, donc il faudra que l'entraîneur l'assume. Voilà, j'espère que j'ai été complet sur cette thématique-là. N'hésitez pas en commentaire à mettre des sujets qui vous intéresseraient pour la suite, et on se dit à très vite.